Alors moi je m'appelle Guylaine Depy, mon métier c'est attaché de presse, mon entreprise s'appelle Balustrade, c'est-à-dire que c'est une allégorie de mon métier, je suis la rampe qui protège du monde extérieur, sur laquelle on peut s'appuyer en confiance, qui permet d'aller plus haut, qui vous empêche de tomber, avec une dimension d'ornement, voilà. C'est les rencontres humaines, oui, je crois que, en fait, Sartre disait que l'enfer c'était les autres. Moi, je cite souvent Amélie Nothomb, qui est une amie, et qui dit que l'enfer, c'est surtout quand on ne les a pas, les autres. C'est vrai que la vie est une succession de rencontres, autant de petits maillons qui sont des pépites d'or et qui permettent de parcourir son chemin comme ça, jalonné de lumière. D'éclat de beauté, on est là pour ça, on est sur cette terre pour aimer et pour jouir de la beauté. Alors ma source d'énergie, c'est les rencontres, c'est les autres, c'est tout ce que je reçois des autres. On me dit très généreuse et en fait j'ai l'impression de me défoncer pour les auteurs, les artistes, les événements qui font confiance à mon entreprise. Mais je veux dire que c'est mon naturel, je ne pourrais pas faire autrement. Je vis les choses à 100 à l'heure, quand je fais quelque chose, je le fais à fond. Et puis ma devise, c'est « il ne sert à rien d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ». Donc je ne suis pas une personne optimiste, pas du tout. Mais je suis une personne qui se bat, qui avance et qui donne tout sans réserve. J'avance sans filet. Et alors des fois on est déçu, hein, parce que tout le monde ne fonctionne pas comme moi. Mais c'est tellement précieux, tellement magique quand on tombe sur des gens qui reçoivent, qui savent recevoir toute cette affection, toutes les ondes positives que j'essaie d'envoyer. Et donc tout ça se réfléchit sur moi, j'en bénéficie. Et mon énergie, elle vient des gens, elle vient des autres, oui. Mes plus belles rencontres, de toute façon, il y a Amélie Nothomb, parce qu'elle a été fondamentale, elle m'a donné le goût, le plaisir de la lecture, c'est la personne la plus furieusement drôle que j'ai jamais rencontrée, généreuse, sensible, elle a été essentielle dans ma vie, absolument. Et puis après, il y a des gens comme Sylvain Tesson, qui est un aventurier merveilleux. Je partage en plus son goût pour la Russie, et pour l'Orient et l'Extrême-Orient, et voilà, donc Sylvain Tesson est une personne fabuleuse. Mais il y a aussi des personnes moins célèbres comme ma prof de yoga, Body Attack, Body Pump, que je voudrais saluer ici, qui s'appelle Fernanda, qui est au CMG Montparnasse et qui est une fée, qui est la lumière de ma vie, je vois Fernanda et ma journée est réussie, parce que j'ai l'impression qu'elle donne beaucoup d'amour dans ses cours, et c'est que des cours de sport, mais elle n'est que bienveillance, et du coup je reçois beaucoup de cette Fernanda, beaucoup d'énergie aussi, ouais. Ah oui, ma période de chômage, j'ai été au chômage après mon expérience aux éditions des femmes. C'était très très dur et c'est là aussi qu'on se rend compte de qui sont ses vrais amis. Je me souviens par exemple que Philippe Tesson, le père de Sylvain, qui ne répondait jamais à mes communiqués de presse quand je travaillais aux éditions des femmes, le jour où j'ai été au chômage, tout de suite s'est mis à me téléphoner pour me dire son amitié. Et du coup, cet appel a eu une valeur incroyable qui m'a donné beaucoup d'énergie aussi. Je me suis dit quand même, Philippe Tesson a la délicatesse, l'attention, un homme aussi immense que lui, de s'intéresser à mon sort, moi toute petite attachée de presse. J'étais super touchée. Donc il y a eu bien sûr des tas d'autres personnes, mais Philippe Tesson, c'était d'autant plus remarquable qu'avant je n'avais jamais eu un appel de lui, jamais un mail de lui, c'était dingue. Et j'ai découvert qu'il m'aimait bien ce jour-là. Et ça, c'était beau, par exemple. Et donc, cette expérience du chômage a aussi été l'occasion de me transformer, donc d'avancer, puisque j'ai créé
mon entreprise Balustrade suite à cette période, puisque d'anciennes personnes pour qui j'avais travaillé me disaient, tu sais, j'ai pas un CDI à te donner, mais une petite mission, je pourrais si tu avais une entreprise, etc. Donc ce sont tous ces gens qui m'ont poussé à créer Balustrade, et maintenant je suis beaucoup plus heureuse d'être à mon compte, d'être mon propre patron, de décider les livres que je défends, les artistes que je promeus, pour qui je travaille. Ça c'est merveilleux. Pour rien au monde je ne voudrais redevenir salariée. Ah ben, je dirais peut-être le message que chante d'ailleurs le groupe Brigitte, que peut-être vous connaissez, Aurélie Saada et Sylvie Ouaro. Moi je suis fan, j'ai souvent vu ces chanteuses. En fait j'étais amie de la maman de l'une des deux, que je voyais beaucoup à une époque, qui m'a d'ailleurs aidée à grandir, qui m'a beaucoup donné aussi. Et en fait ce groupe Brigitte, elles ont une chanson qui s'appelle Battez-vous. Et ben en fait leurs paroles, c'est tout, il suffit de l'écouter. C'est maintenant battez-vous, maintenant battez-vous. Et c'est absolument fabuleux. Et l'histoire de ce groupe d'ailleurs est fabuleuse parce que toutes les deux elles ont commencé. Elles ont été poussées par leurs parents, et ça c'est assez rare parce que normalement si on dit à ses parents je veux être chanteuse, en principe on dit passe ton bac d'abord, et celles-là leurs parents ont toujours cru en elles, donc je pense que ça a été un ingrédient essentiel de leur réussite. Mais elles se sont battues à fond la caisse et aujourd'hui elles sont à l'Olympia, elles ont chanté à l'Élysée, je trouve ça fabuleux. Ce qui m'énerve, ce qui m'écœure, ben, la méchanceté, tout simplement d'abord la méchanceté. Alors j'ai lu un essai de philosophie d'un philosophe qui s'appelle Emmanuel Jaffrelin, qui s'était publié chez François Bourrin, et j'ai adoré ce livre qui s'appelle Éloge de la gentillesse. Et en fait il retraçait l'histoire de la notion à travers l'étymologie du mot gentillesse, qui venait de gentilhomme, c'est-à-dire de la noblesse autrefois. Et il explique dans cet essai pourquoi aujourd'hui quand on dit de quelqu'un oh elle est gentille ou il est gentil, c'est péjoratif en fait, ça veut dire quelque part elle est bien brave, c'est une pauvre fille mais elle est sympa quoi. Et je trouve que ça me révolte, parce que pour moi la gentillesse c'est la plus belle des qualités, et je n'aime que les gens gentils, et donc le corollaire c'est que je ne supporte pas la méchanceté. Et je vois, mais souvent vous savez, souvent les gens méchants sont des jaloux. 90% des actes de méchanceté viennent du ressentiment, de la jalousie, de l'envie des autres. C'est des personnes aigries, frustrées, qui sont mal dans leur vie en fait, qui sont à plaindre, mais ça peut faire mal parfois. Oui, bah, je peux aussi remercier peut-être mon ami Pierre Cormary, qui est un journaliste écrivain. Il a beaucoup compté pour moi quand même. Il m'a guidée, il m'a mis sur des bons rails au niveau de la pensée. Il m'a aidé ce qu'il appelle penser droit, c'est-à-dire qu'en gros il dit qu'on peut être boulimique, alcoolique, n'importe quoi, avoir toutes les perversions du monde, enfin c'est pas souhaitable, mais enfin en tout cas l'essentiel il dit que c'est de penser droit, c'est-à-dire de ne pas se faire de cadeaux, de savoir se regarder avec lucidité, c'est-à-dire qu'on peut être tout à fait boulimique et alcoolique, mais pas dire c'est bien que je sois boulimique et alcoolique. Il faut savoir que c'est un défaut et il faut lutter contre. Je veux dire, c'est la lucidité sur soi-même. Et ça, cette histoire de penser droit, ça m'accompagne tous les jours. Souvent, je me dis, même quand j'écoute une émission de télé, les informations, je me dis, il faut penser droit. Donc, dans tous les cas de figure, même les gilets jaunes, est-ce qu'ils ont raison, pas raison ? J'essaie de penser droit. Et s'il y a une personne qui fait ça très bien, je trouve, c'est Raphaël Enthoven. Qui est un professeur de philosophie, parce que lui, il n'a pas la prétention de se nommer philosophe. Il se présente toujours comme professeur de philosophie. J'ai la chance de le connaître et de l'avoir interviewé. Et Raphaël Enthoven, donc, est pour moi quelqu'un qui pense droit, parce qu'on pourrait dire qu'il est très politiquement correct, bien vu. Pas du tout. En fait, il est courageux, il a des prises de position audacieuses, et il est parfois là où on ne l'attend pas. Par exemple, on peut attaquer l'extrême droite pour d'excellentes raisons, mais on ne peut pas attaquer l'extrême droite pour de mauvaises raisons. Et Enthoven sait faire la part des choses là-dedans. Donc je trouve qu'il est très responsable et courageux et libre. Et j'estime beaucoup pour son objectivité, justement, son souci de penser droit, ce philosophe. Mais je crois quand même que la richesse de l'humanité, elle est dans sa diversité. Et je crois que c'est très important aujourd'hui, dans cette période de mondialisation,
où on est en un clic à l'autre bout de la planète, instantanément tous connectés. Il y avait un philosophe qui s'appelait, un sociologue, Marshall McLuhan, qui a écrit La Galaxie Gutenberg, peut-être vous connaissez, et il parlait de village planétaire. Et en fait, dans cet essai, la communication orale, pour lui, autrefois, c'était immédiat, on communiquait oralement les hommes préhistoriques avec leurs prochains, tout ça. Ensuite, il y a eu l'ère Gutenberg, c'est-à-dire que ça passait par l'écrit, il y avait de la distance, donc on envoyait une lettre à quelqu'un, ça prenait une semaine ou deux avant qu'elle arrive, au Moyen-Âge, et puis on répondait, etc. Et puis aujourd'hui, on est revenu au stade oral quasiment, puisqu'avec avec Internet, avec les réseaux sociaux, tout le monde est interconnecté. Et donc, le monde est globalisé. Et je crois que c'est très important que chaque peuple garde son identité propre aussi, sa singularité, ses richesses qui lui sont propres. Moi, je suis contente de manger des sushis quand je vais au Japon. Je suis ravie de manger des pizzas en Italie, ravie de manger du palak paneer en Inde. J'ai pas forcément envie de retrouver les mêmes plats partout dans tous les pays. Je veux dire que le charme des cultures, pour moi, c'est quand même aujourd'hui, c'est dommage parce que c'est presque devenu un gros mot. Mais je crois qu'il y a des identités qui me semblent à préserver, tout ça dans un souci de paix et d'harmonie, mais c'est la diversité qui enrichit l'humanité, c'est pas d'effacer les cultures, au contraire, pour faire une espèce de culture homogénéisée où tout le monde aurait la même. Je crois que chaque culture a de profondes richesses, chaque culture est un trésor, et il doit chercher à connaître les autres, mais pas à les gommer au sein d'un même truc. Vous comprenez l'idée?